Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, nous allons faire un lien entre quantité et masse. Lors de notre dernière activité, on était resté au fait que le chimiste quantifiait la matière, dénombrait la matière grâce à une unité qui s'appelle la mole, c'est un ensemble donc de 6,02 10 puissance 23 entités. Quand je parle d'entités, je fais allusion aux atomes, aux molécules, aux ions. La notation retenue par le chimiste pour cette quantité, c'est la lettre n minuscule qui s'exprime donc en mol. Le problème, c'est qu'il n'existe pas d'appareil permettant de mesurer directement la quantité d'une espèce chimique. Tout l'enjeu va donc consister à faire un lien entre une grandeur mesurable et donc cette fameuse quantité. Ce lien, on va pouvoir le faire avec la masse. La masse est une grandeur mesurable à l'aide d'un appareil type balance. C'est une grandeur macroscopique, de l'ordre de l'observable. Et on va voir le lien entre cette grandeur macroscopique, la masse, et la grandeur microscopique, ici, la quantité. Alors pour ce faire, je vous présente sur cette diapositive plusieurs échantillons de nature différente, du fer, du soufre, du saccharose, c'est-à-dire du sucre de table, du carbone, du chlorure de sodium, en gros du sel de table, et de l'eau et de l'éthanol. Vous avez ici dans chacun de ces pots une mole d'espèces chimiques, c'est-à-dire le même nombre d'entités, 6,02 10 puissance 23 atomes de fer, 6,02 10 puissance 23 molécules de saccharose, etc. Si on pèse chacun de ces échantillons, après bien sûr avoir taré la balance pour s'affranchir de la masse du récipient, voici les masses qu'on trouverait. Des masses différentes. Rien de surprenant, puisque les échantillons sont de nature différente. On a certes le même nombre, mais des espèces chimiques différentes, et donc des masses différentes. Un petit peu comme si je prenais une mole d'éléphant et une mole de fourmi. 6,02 10 puissance 23 éléphants pèsent bien évidemment beaucoup plus lourd que 6,02 10 puissance 23 fourmis. Attention, ne pensez pas, oui, mais le kilo de plomb et le kilo de fer, le kilo de plomb, pardon, et le kilo de plume, ça pèse la même chose. Oui, ça pèse la même chose, mais il n'y a pas du tout la même quantité de plomb et de plume. Donc ici, en chimie, n'oubliez pas qu'on raisonne essentiellement en termes de quantité, en nombre si vous préférez. Mais comme ce nombre n'est pas accessible directement par un instrument de mesure, on va avoir recours à une grandeur mesurable qui, elle, est la masse. Alors, c'est justement la masse d'une mole que le chimiste va retenir pour faire cette connexion entre les deux mondes, entre le monde du macroscopique, la masse, et le monde du microscopique, la quantité. Par définition, la masse molaire est la masse d'une mole d'une substance chimique. Je vous invite à prendre en note cette définition car il faudra bien l'avoir en tête. Traduction, c'est la masse de 6,02 10 puissance 23 entités chimiques qui constituent cette substance chimique. Où va-t-on trouver ces valeurs de masse molaire atomique? Soit l'énoncé les fournit directement, soit alors il vous faudra utiliser une classification périodique. Ici, celle que je vous propose est une classification périodique réduite aux 18 premiers éléments. Mais le raisonnement restera bien sûr le même pour une classification périodique globale. Alors la masse molaire du carbone, c'est-à-dire la masse d'une mole d'atome de carbone, c'est 12 grammes par mole. Donc à partir de là, on comprend ici que dans cette classification périodique réduite, les masses molaires sont indiquées en haut à droite. Ainsi, si je vous demande la masse molaire de l'hydrogène, la masse molaire approximative, aucune difficulté pour dire que c'est 1 gramme par mol. Et si je vous demande la masse molaire de l'oxygène, aucune difficulté pour dire que c'est finalement 16 grammes par mol. Donc en toute rigueur, les masses molaires ne sont pas à apprendre par cœur. Je vous suggère d'en apprendre au moins une, c'est celle du carbone. Et à noter qu'à force d'utiliser ces valeurs de masse molaire, vous finissez par les apprendre par cœur sans même vous en rendre compte. Alors, que se passe-t-il quand on a affaire à des ions? La masse molaire pour les ions, ça correspondrait donc à la masse de 6,02 10 puissance 23 ions, la masse d'une mole d'ion. Qu'est-ce qu'un ion? C'est ni plus ni moins qu'un atome ou un groupe d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Or, je vous rappelle que la masse d'un électron est fortement négligeable par rapport à la masse de l'atome correspondant. Moralité, si je souhaite connaître la masse molaire de l'ion O2-, c'est-à-dire la masse d'une mole d'atome d'oxygène où chaque oxygène a perdu 2 électrons. Et bien cette masse molaire va correspondre grosso modo à la masse molaire de l'atome correspondant. En effet, puisque la masse des électrons est négligeable, que je calcule la masse molaire de l'oxygène ou la masse molaire de l'ion O2-, ce sera quasiment la même chose. Si je demande la masse molaire de l'ion sodium de formule Na+, vous comprenez donc que ça correspond approximativement à la masse molaire de l'atome correspondant, c'est-à-dire Na. Donc soit ici 23 grammes si on tient compte des arrondis.
Qu'en est-il des masses molaires moléculaires? Par définition, c'est la masse d'une mole de molécule. Ben là, c'est encore plus simple. Il suffit tout simplement de sommer et de combiner les masses molaires de chacun des atomes qui constituent la molécule. Prenons un exemple ici pour le glucose. La masse molaire du glucose, c'est donc de formule C6H12O6. Ce n'est rien d'autre que 6 fois la masse molaire du carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Et quand on remplace par la valeur chiffrée, on trouve donc la valeur suivante, 180 grammes par mol. Alors, impossible de vous quitter sans un petit défi. Que vaut la masse molaire de l'ion nitrate NO3-? Comme toujours, donc vous mettez la vidéo sur pause. Je vous invite à prendre une classification périodique pour pouvoir répondre à cette question et vous relancez la vidéo dès que vous avez un élément de réponse. Voilà, donc là je présume que vous avez relancé la vidéo pour voir la réponse. Eh bien, il suffit de se souvenir que la masse molaire d'un ion, c'est quasiment la masse molaire des atomes qui constituent l'ion. Donc autrement dit, ça va être une fois la masse molaire de l'azote, symbole grand N, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. En effet, l'ion nitrate NO3- comporte un atome d'azote, 3 atomes d'oxygène et une charge négative en excès ici. Donc on ne va pas tenir compte de cette charge pour faire la masse molaire. Et on trouve, quand on fait le calcul, 62 grammes par mol. Donc, bien retenir ceci. Et maintenant, je pense que vous l'avez compris, si on connaît, si l'énoncé, si l'enseignante vous fournit la masse d'une mol, vous n'aurez aucun mal à trouver la masse de 0,5, de 2, de 3, de 10 mol. Pour cela, une simple règle de 3, une simple règle de proportionnalité suffit. Par définition, grand M est la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mol. Si on dispose de 0,5, de 2, de 3, de 10 ou de n de petit n mol, à quelle masse cela correspond? Il suffit de faire le produit en croix. On peut écrire ce rapport autrement. Finalement, qu'est-ce que je retiens de ce rapport? Je retiens que connaître la quantité d'une espèce chimique, connaître son nombre de moles, revient indirectement à connaître la masse correspondante. Et réciproquement, connaître la masse d'un échantillon consiste à connaître cette quantité, indirectement la quantité. Pourquoi c'est indirect? Tout simplement, il faut juste passer par un connecteur. Ce connecteur, c'est la masse molaire. Cette masse molaire, elle est soit fournie dans l'énoncé, soit elle est calculable facilement. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, on va supposer, en partir du principe que grand M est connu, finalement. Soit accessible facilement, soit fourni dans l'énoncé. Donc, finalement, on connaît petit n à partir de petit m, on connaît la quantité à partir de la masse de l'échantillon par l'intermédiaire de la masse molaire, et réciproquement. Voici donc notre nouvelle formule qui fait le lien entre l'ordre du microscopique, la quantité, le quantifiable, le dénombrable, et la grandeur macroscopique qui est mesurable, la masse, ici, mesurable à l'aide d'une balance. Ce connecteur, c'est la masse molaire, qui s'exprime donc en grammes par mol, puisque par définition, la masse molaire, c'est la masse gramme d'une mol. Une mol pèse tant de grammes. La masse de l'échantillon en grammes et la quantité en mol. Les liquides, eux, sont plutôt mesurés en termes de volume. Alors finalement, est-ce qu'il existe un lien entre volume et quantité? Eh bien le lien, ça va être la masse. Mais quel va être le lien entre volume et masse? Cette grandeur vous est familière, c'est la fameuse masse volumique. La masse volumique de l'espèce chimique considérée, elle est soit donnée dans l'énoncé, soit on peut la calculer connaissant sa densité qui serait, elle, donnée dans l'énoncé. La notion de masse volumique et de densité fait l'objet d'une autre vidéo que je vous invite à voir. On l'a bien sûr revue aussi dans une activité expérimentale faite en classe. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le lien entre quantité et masse et quantité et volume. Il ne vous reste plus qu'à vous exercer au travers de quelques sujets, et je vous dis à bientôt.